C'est Mike Aldébaran, je suis avec l'éminent professeur Pierre Dortillier. Je dis éminent parce que vous le méritez. Non, merci, je sais que c'est Professeur de philosophie, donc conférencier en géopolitique aussi. Oui, oui. Pouvez-vous me parler de votre parcours et comment vous avez découvert en fait la philosophie et à quel âge, enfin, à quelle période en fait vous êtes intéressé à tout ça ça peut être très jeune à mon avis. Oui, en effet. C'est-à-dire, mon premier intérêt pour la philosophie est venu, je crois, de la musique. C'est-à-dire de ma sœur qui était 11 ans plus que moi, et était une très bonne pianiste, ambitionnée d'être professeur de piano. Ensuite, elle n'a pas été, bon, elle a suivi le commerce de mon père, qui avait été fondé au début du siècle, donc à Toulouse. Et je crois que c'est en connaissant justement Mais les boissons, hein, en entendant Beethoven, en entendant Mozart, là, que j'étais, disons, je m'étais orienté vers le. Après, bon, je voulais être l'esprit allemand, c'est-à-dire de Richard Wagner, bien sûr. J'ai fait mon travail, j'étais un disciple de Wagner qui a été le créateur de ce qu'on appelle la psychologie de la forme, la Gestalt en allemand, et qui est un mot, vous savez, qui était spécifique à cette langue, et qui signifie non pas la forme comme cadre dans lequel on remplit, mais comme manifestation. Manifestation, il y a cette entre l'ordre et le chaos, c'est un style dualiste, si vous voulez. C'est-à-dire vous avez le chaos qui, arrive à un certain degré, disons, appelle une réaction. En somme, c'est une philosophie, comme Wagner du reste, dans un bon sens, hein, qui de ce sens est une philosophie vraiment réactionnaire. Quand vous êtes courageux, vous réagissez à la peur. Vous voyez, c'est ça la réaction. Et donc, j'ai fait mes études donc, après j'ai fait mes études. Enfin, bon, bien sûr, ce qui m'a décidé à entrer dans la philosophie, c'est, évidemment, c'est une chose qui n'a peut-être moins de sens sur lui, c'était ma copie de baccalauréat. J'avais changé de sujet, je le mettais sur le compte du fait que je suis un sindou, de chez moi, j'avais changé un cours de route, et c'était sur l'esthétique de philosophe de Schelling. J'avais lu un livre sur Schelling, qui n'était pas très lu à l'époque, et qui est la suite de Kant, vous savez. Et donc j'avais une très bonne note. Maintenant, on a eu de très bonnes notes depuis la Révolution, bien sûr, depuis tout. On fait tellement de révolution que les notes sont de plus en plus larges. Mais à l'époque, j'avais une excellente note qui fait que j'étais parti directement à Paris, préparé à Louis le Grand, puis ensuite j'étais fatigué, assez malade d'ailleurs. J'ai suivi un professeur à Henri IV, et donc j'ai préparé, j'ai eu ces cagnes qui m'ont, ce qu'on appelle les classes de préparation. Et mes premiers diplômes après ont été en lettres, c'est-à-dire j'ai commencé, mon premier diplôme était celui de la licence on appelle le certificat qu'on dit à l'époque de latin. Et ensuite, quand j'ai suivi on était élève, il y avait à l'époque, on n'existait plus, on était élève professeur, on était étudiant fonctionnaire. Ça a été supprimé en France parce que le pays quand même devient de plus en plus faible, évidemment, il s'affaiblit. Des raisons extérieures et intérieures aussi. Le niveau d'éducation a baissé considérablement, oui. C'est même, disons que c'est, je reste sans voix devant ce qu'on est aujourd'hui. J'ai eu une amie justement, puisque nous parlions de la Croatie. Vous savez, je pense avoir une partie de ma famille qui vient de là avec Napoléon depuis la guerre d'Espagne. Vous savez, qu'à la guerre d'Espagne, le maréchal Marmont, au nom de la France, occupait ce pays. Ce pays était la France. On vous dit, quand on proteste parce que les Allemands reviennent en Alsace, vous voyez, alors que nous, on était installés en Croatie, on était installés à Rome, on était installés en Hollande. Enfin, on se demande si vraiment on a les pieds sur terre, voyez-vous. On a les pieds ailleurs, bien sûr. Et alors là, j'étais revenu, je me rappelle bien de cette période-là. Et alors, qu'est-ce que je veux dire, j'ai été... je voulais vous en parler, j'ai oublié d'ailleurs la raison, mais j'étais, disons, mes études se sont bon, j'étais admissible à l'agrégation, tout ça, j'étais chassé du jury, enfin, par mon professeur, quoi.
j'ai eu une altercation orale, violente. Violente, Ah oui, violente, oui, très violente. On a tagine de poulet avec Non, mais tagine très de violent. poulet, À quel pommes de sujet terre, Auquel sujet? C'est-à-dire qu'il me reprochait d'avoir, tenant de la région du rêve quand même, il me reprochait de ne pas avoir tenu, d'être antipositiviste. Ah, l'antipositiviste. Voilà, c'était sur l'alchimie et la chimie. Alors je disais qu'il y avait une continuité de l'alchimie, que la chimie faisait partie de l'alchimie, et lui, vous croyez au contraire, comme Bachelard, comme... il n'y a que les Français qui croient, vous savez, ça ne dépasse pas la rue de Seine, hein, comme influence, hein, c'est-à-dire Bachelard, tout ça. Vous arrivez en Belgique, par exemple, on n'en parle plus. En Allemagne, c'est même pas la peine, on regarde ça comme des poissons rouges. Et alors, il m'avait dit comment j'ai fait un cours là-dessus, il n'était pas venu, etc. etc. J'ai pris seul la décision de vous coller, enfin ça a été extraordinaire. Et alors je le prends toujours quand je... C'est lumière dans le mauvais sens. Dans le mauvais sens, oui, dans le mauvais sens. Bon, c'était du Jean Moulin, bref, il était résistant de la faculté de Strasbourg, mais installé à Limoges. Évidemment, c'est assez bizarre, vous voyez. Un peu comme Robert Belin. Voilà, exactement, tout à fait. Alors bon, il était là et il m'avait déjà... Il m'avait demandé une conférence devant les étudiants à la Sorbonne sur peut-on refuser l'évidence. Et moi j'avais pris le contre-pied justement de Bachelard, j'avais dit que non, on ne peut pas refuser l'évidence. J'avais fait du cartésianisme, etc., etc. Et d'ailleurs, vous savez que du point de vue, par exemple, ufologique, on peut dire, Descartes est très important, est important comme Kant, par exemple, qui eux-mêmes ont admis l'existence de monde et d'être extérieur au monde. Il y a un texte de Kant de sa période qu'on appelle avant la critique de la raison pure, qui porte là-dessus, qui n'est pas très bien en français, bien sûr, puisque ça gêne beaucoup. Et l'autre ensuite, c'est que Descartes qui dit qu'au-delà du monde, qu'il ne faut pas s'imaginer que l'univers est fait pour le monde, parce qu'à ce moment-là, on est enclin, comme il dit, à entrer dans le conseil de Dieu et prétendre, c'est ça, conduire avec lui les affaires du monde. Ben, je ne parle pas de... Pas comme notre ami là, qui parle de l'ambassade, mais je veux dire que chacun voit à peu près qui est désigné. Jean-Michel Boll, voilà. Enfin, bref, c'était évidemment, il avait... Je présente, enfin... On peut en train de parler de Descartes en parlant de philosophie. Hein. Descartes est très attaqué aujourd'hui, il est attaqué par les catholiques, par ceux qui ne le sont pas, par ceux qui ne le seront jamais. Enfin, vous voyez, il est attaqué par tout le monde. Alors qu'en fait, c'était un homme profond et qui avait des élèves, mais des élèves allemands. C'était à l'électrice palatine. Et puis il a converti au catholicisme quand même la reine de Suède. C'est très important. Vous savez qu'elle a terminé sa vie nonne à Rome. Après une vie aventureuse, mais en laissant une des bibliothèques les plus extraordinaires qu'on ait, dont j'avais le catalogue à la maison. Tout ceci, par exemple, dont je vous parle, est entièrement ignoré aujourd'hui dans les universités. Or, on nous en parlait de ceci au lycée. Parce que la profession, par exemple, de professeur de lycée aujourd'hui, est vraiment considérée comme mineure. On dit vous êtes professeur au lycée, ah bon, pourquoi vous êtes assez infirme pour ne pas rentrer dans l'enseignement supérieur. À l'époque, les gens qui étaient véritablement érudits, et d'une érudition, si je puis dire, libre, et donc beaucoup plus avancée que certains qui étaient astreints, disons, à suivre des programmes universitaires. Puisque le professeur était maître chez lui, il n'y avait pas des programmes bien définis. Voyez. Alors vous aviez, ces gens-là étaient des clients, par exemple, de librairies d'occasion, comme il y avait à Toulouse, chez Jean Paul, etc. Voyez. Et donc nous avions véritablement affaire à de véritables savants. Nous avions par exemple affaire à un professeur de latin qui avait fait du sanskrit, etc., qui pouvait donner ses racines, alors qu'il n'avait aucun diplôme de sanskrit. Simplement à l'époque, vous aviez un fameux livre de Burnouf, par exemple, de Nancy, il y avait deux Burnouf. Enfin, Nancy, vous aviez, regardez comment ça baisse au niveau, vous aviez sous Napoléon III un manuel de sanskrit pour les lycées, que j'ai à la maison. Vous ne connaissez pas ça? Vous ne connaissez pas. Vous aviez le texte sanskrit avec comparaison avec le latin. Ça a été fait à Nancy. C'était à Nancy, que j'ai l'exemplaire de Nancy. Et tout ceci, on a avancé. J'ai par exemple à la maison, j'ai donné des cours à une personne infirme, et c'est un ami, et j'ai pris un texte grec des années 1895. Un livre de 400 pages, oui, et le préfacier dit que, évidemment, ce livre-là, en troisième,
sera considéré comme utile seulement aux faibles. Alors que le livre a 400 pages, avec des thèmes, des versions, des commentaires. Vous voyez? Je lui ai appris l'allemand à ces jeunes gens qui ont été enthousiasmés par l'allemand, qui dégringole en France, évidemment, parce que, comme on dit, juger c'est comparer, alors il vaut mieux ne pas comparer pour qu'on puisse avoir une bonne opinion de soi. C'est effrayant, c'est terrible. Et alors en allemand, je prends des livres de Bouchez, par exemple, de 1932-33. Bien sûr, c'était au moment où il avait encore... c'était la fin déjà de l'occupation française en Allemagne, c'était terminé en 32, fin 32. Hein. Eh bien, c'était vraiment magnifique. Vous aviez des poèmes de Goethe, vous aviez vous avez des... Je vais vous donner un exemple quand j'étais professeur au lycée. Le dernier, c'était à Pamiers. J'ai décidé un jour de faire, je dis à mes élèves, je dirais, écoutez, permettez-moi de vous dire, les moins français, c'est-à-dire j'avais le corse, j'ai toujours pris des corses pour des italiens, évidemment, mais ça c'est ma faiblesse, hein. C'est comme les catalans sont espagnols, on le voit à l'habitat, vous voyez. Vous arrivez en Afrique du Nord, vous dites on est au Maghreb, non, vous voyez. Non, mais je veux dire, c'est une gestalt. Bon. Et alors, disons que, comment vous dire, j'ai été très étonné, disons, de voir, un jour je leur ai dit, écoutez, si vous voulez faire de l'allemand, il y avait une polonaise, il y avait des alsaciennes, etc. Et une fille qui se hôtesse de l'air, qui était très bien, qui était la seule ardégeoise. Donc j'avais un groupe de à peu près 8 personnes. Si vous voulez faire de l'allemand, écoutez, je peux vous faire des poèmes. Alors, ils m'ont dit, nous n'avons jamais fait un seul poème depuis la 5e. Et j'ai demandé à mon collègue qui était flamand, oh, s'appelait. J'ai dit, oh non, l'inspection générale nous l'interdit pour ne pas qu'on donne une idée trop, comment vous dire, trop romantique de l'Allemagne. Il faut trouver... germanique. Voilà, c'est ça, il faut parler du... C'est le folk. C'est le folk. Mais c'est ce que dit Chevènement. Bon, Chevènement, enfin bon, écoutez, bon, je peux utiliser le cochon, excusez-moi. Non, mais c'est vrai, bon, il est passé en Franche-Comté, enfin, c'est le patois local. Bon, et bien, ce Chevènement, que j'ai connu comme, vous savez, je l'ai vu à l'ambassade une fois d'Iran, 2 fois à l'ambassade d'Iran, pour la fête nationale en France. Eh bien, il avait interdit, vous savez, l'enseignement de l'allemand, il est agrégé d'allemand, il est à l'école normale. Il avait interdit l'enseignement de l'allemand dans le primaire en Alsace. Jean-Pierre Chevènement. Et donc, c'est un homme qui part du folk l'autre jour. Pas Chevènement, c'était, je confonds avec l'autre, comment il s'appelle, celui de la France Insoumise, Mélenchon. Ah, Mélenchon. Mais Mélenchon, non, il n'aurait pas dit. Mais enfin, le folk, oui. Et ça, je crois que là, ça vient d'une sorte de dégradation qui est ancienne, vous voyez, mais qui fait qu'on est assez formel. Vous savez, il y a le peuple, la définition défoncée par Voltaire, qui s'est donnée au maréchal, au duc de Richelieu, le vainqueur de Fontenoy, qui était un de ses camarades, qui est aussi l'ami de sa femme, puisque sa femme est morte en couche, la femme de Voltaire, qui était la traductrice de Newton, est morte en couche, justement, des œuvres de Et il avait dit, peuple toujours léger, quelquefois cruel. Et ça, vous le voyez, d'après l'orateur, vous le verrez, puisqu'il parle de la guerre civile. Comme vous verrez la guerre civile, moi j'ai des témoignages de la dernière guerre civile qu'on a connue en France. En 58, il n'y en a pas eu tellement. Cette histoire d'Algérie n'a pas promis ça. Mais là c'est horrible. C'est horrible, et il y a une cause certainement plus que psychologique. Il y a une cause, disons, réelle. Elle n'est peut-être pas entièrement connaissable, mais on peut dire qu'elle est réelle. Je vois la Saint-Barthélemy, par expliquer la Saint-Barthélemy à l'Europe, c'est très difficile. On ne sait pas même, elle est absurde même, cette chose-là, vous voyez. Enfin bon, pour revenir, j'ai travaillé donc longtemps en Autriche, sur mon Gestalt, et mon auteur était pour la Polygynie. Où en Autriche? La Polygynie, à Graz. Et à Graz, j'étais pendant des années, j'étais aux archives pendant des années, je me rappelle peut-être 5-6 ans. Et ensuite, j'ai travaillé aussi, en même temps, j'allais à Vienne. Alors, je le faisais, vous savez, je dois le dire ouvertement, non pas en demandant au gouvernement autrichien de l'argent, mais en venant à mes propres frais, en prenant des congés. J'avais de longues grippes, vous voyez, donc j'allais là-bas. Et puis après, j'avais pris des congés, bon, j'étais tombé malade, etc. J'étais en parfaite santé, mais ça m'a permis, disons, de lire, de faire comme ça. Et alors, j'ai connu, en ufologie, je me suis intéressé à, je devais peut-être dire, à Erhard Mann. C'est un homme qui est mort, je vais vous dire la date, je crois que c'est le 25 février dernier. On en revient un saxon, un professeur d'anglais qui était informaticien,
qui n'avait pas de titre universitaire autre que cela et qui a obtenu une certaine audience en Allemagne. Vous savez que l'Allemagne est un pays, je me permets de parler comme ça, dans lequel les titres ne sont pas les mêmes qu'ici. Par exemple, vous n'avez pas de concours d'enseignement. J'ai demandé à mon camarade, je sais que je me répète un peu, enfin, je sais que c'est, je le dis, un de mes amis qui est mort maintenant, qui était à Vienne, qui était un adversaire de l'école de Francfort, un adversaire très véhément de l'école de Francfort, que les jésuites m'avaient recommandé. J'ai fait une étude chez les jésuites, et avant que les jésuites défroquent, parce que beaucoup ont défroqué, enfin, il y en a qui sont rentrés, enfin bref. Mais enfin, l'enseignement était bon. Était bon, un type un peu militaire, vous savez, c'est une forme militaire. Et alors, j'avais été recommandé en Autriche, et ce monsieur lui a demandé quel est le programme du concours. Il m'a dit, il n'y a pas de concours chez nous, il n'y a jamais eu de concours. Mais, il me dit, non, jamais de concours en Allemagne, c'est-à-dire, je ne sais pas, sous le Kaiser, je ne sais pas moi, sous le père Adolphe, je ne sais pas, le successeur, Adenauer par exemple, il n'y a jamais eu. Et pourquoi? Parce que c'est une question morale chez les Allemands. Quand on donne un diplôme, on estime que le diplôme est obtenu et donné, disons, fidèlement, enfin, loyalement. Tandis qu'on fait des concours pour vérifier la qualité de ce qui a été donné. Vous avez eu propédeutique en France pour vérifier la solidité du bachelot. Vous voyez? Alors, évidemment, vous avez aussi des gens qui, vous avez également, bon, la correction étant... enfin, j'ai connu déjà une personnalité que je ne nommerai pas, j'ai envie de la nommer, enfin bon, pour lui dire encore. Vous connaissez très bien la femme de Mitterrand, je ne dis pas plus. Bon, il est revenu avec... on lui a demandé qu'est-ce que c'était que la chose en soi chez Kant à l'agrégation. Bon, il a dit je ne sais pas, je m'en fous. Enfin, il a dit ça en quelques lignes. Bon, n'empêche que bon, il a eu deux, mais le directeur des études, bon, je ne dirai pas qu'est-ce qu'il a fait. Enfin, on a dit qu'il avait tué sa femme. Bon, la femme de ménage de l'école normale m'avait assuré que c'était vrai, Althusser. C'était vrai. J'entends encore la directrice qui était une polonaise, qui était une roumaine. Taisez-vous, Sonia, je parle au monsieur qui est très gentil, le monsieur c'était moi, très gentil. Elle m'a raconté comment ça s'est passé. Gentiment, ça s'est passé, voilà, c'est ça. Alors, ces gens-là c'était des commissaires politiques, qui étaient installés là-bas depuis la fin de la guerre. Et comment dirais-je, ce monsieur dont je parle, l'ami de Madame Mitterrand, on lui a dit c'est pas possible qu'un révolutionnaire obtienne telle note, donc il est passé dessus. Vous voyez, et ça, un arbitraire comme ça ne peut pas exister. Enfin, en Allemagne, il peut y avoir plusieurs choses qui se passent, vous voyez. Je sais pas, enfin, mais ça ne peut pas se passer. Et le problème, c'est qu'ils savent que ça se passe ainsi, parce que cette histoire des histoires des concours permet de donner à des gens une certaine supériorité, voyez-vous, dans tous les domaines. Or là-bas, non. Alors je lui ai demandé comment est-on professeur. Eh bien, on est professeur quand en demandant aux autorités locales, enfin, c'est-à-dire par exemple un directeur d'école ou de lycée, s'il a besoin d'un professeur, je dis localement. Vous êtes ariégeois, par exemple, vous pouvez demander à un lycée ariégeois. Alors lui, il dit oui, si vous avez le diplôme, c'est-à-dire la licence, le doctorat, etc., vous rentrez et on vous met entre les mains de 2 tuteurs. Et au bout de 2 ans, quand il vous a vu, les tuteurs disent oui, ce monsieur peut rentrer. Voyez-vous? Voilà, c'est pour vous dire l'état d'esprit que j'ai vu entre ces deux pays. Et je donne l'exemple de Landman, dont je vous ai parlé, là, qui était, non pas ufologue, mais enfin qui a parlé beaucoup des extraterrestres, avec une thèse connue, en disant nous sommes, wir sind außerirdische, nous sommes extraterrestres. C'est-à-dire, il ne dit pas qu'on a repris, je ne sais pas, l'homo sapiens par exemple, et qu'on lui a donné. Oui, comme plus tout à l'heure. Oui, non, il dit que nous venons de l'extérieur, et il disait même que, je peux vous dire, c'est très allemand. Il y a un côté romantique, mais pas un romantisme d'esprit, romantisme naturel, voyez-vous. Il a même dit l'animal, on dit que vous savez que l'animal vient d'animalia, les gens qui sont animés, qui ont le terme d'âme. Vous savez, âme signifie animé, c'est pour ça qu'on met un circonflexe, une âme, voilà. En réalité, il dit non, il dit animal, bon bien sûr, je sais que je vais faire sourire je vais faire sourire ceux qui ne connaissent pas l'allemand, je vais faire rugir également ceux qui l'enseignent aujourd'hui. Mais c'est Ahnen im All, c'est-à-dire les anciens dans l'univers. Alors il donnait l'exemple, par exemple, du jaguar. Alors le jaguar, c'est Jäger, c'est le chasseur. Il dit la même chose pour Jacques. Bon, Jacob, c'est Jagd oben, il chasse en haut. Bon, alors,
évidemment, ça changeait un peu les perspectives. Et il a eu pas mal de succès, parce que, à la différence de nos... Vous savez que vous avez entendu ce matin à la conférence, vous avez remarqué que les Français, quand ils sont même dans une association, sont toujours divisés entre eux. Voyez-vous? Ou tout au moins se gardent... Vous savez, il y a une histoire de fond, on dit père garez-vous à droite, père garez-vous à gauche. Il y a toujours une certaine, on peut dire une certaine jalousie, ou une certaine crainte, si vous voulez. Voilà. Eh bien, je crois que ce n'est pas le cas. Là-bas, j'avais vu je vois par exemple des gens qui sont assez éloignés les uns des autres, dans une revue qui s'appelait Symphodone, qui parlaient entre eux. Et ça, c'est très important dans le public allemand, je veux dire public allemand ou européen, enfin nordique. Disons nordique, je dis nordique, pour moi, c'est large. Hein. Oui, c'est là. On communique. On communique souvent oralement, comme par exemple en Allemagne, vous avez de grands, on le voit dans la bibliothèque partout, même si les propos de table sont fictifs en partie, vous avez par exemple de très grandes tables dans les cafés, de très grandes tables, autour desquelles les gens viennent s'asseoir. Et moi j'ai parlé avec des gens que je ne connaissais pas du tout en m'asseyant. Et aussitôt la discussion était ou philosophique, ou je sais pas, ou esthétique, etc. On ne demande pas présentez-vous. Vous existez, donc il y a une bonne foi, si vous voulez. Là, vous êtes au pays de Candide, hein. C'est ce que dit Voltaire, avec l'esprit... c'est pour ça que ça donne une très grande force, évidemment. Ils peuvent se faire tromper, ils peuvent se laisser abuser, disons, momentanément, par des gens qui abusent de peu. Mais ça donne une grande force, parce qu'il y a une confiance. Vous voyez, moi, je suis rentré dans les universités, par exemple, on m'a même pas demandé... Vous avez une pièce d'identité, on ne m'a pas demandé de diplôme, on m'a dit rentrer. Comparé à ici en France. Mais oui, à Munich, par exemple, je suis allé à Munich, on m'a dit rentrer. Non, c'est pas la peine. On s'estime que quelqu'un qui vient de demander un livre, c'est quelqu'un qui a besoin d'un livre. Hein. C'est pas du tout pour le déchirer ou pour... vous voyez non, enfin, évidemment, alors on dit, ils sont comme nous. Enfin, je disais autrefois, ils sont comme nous avec une cellule en plus, mais c'est une cellule très importante. Voyez-vous, voyez, alors c'est donc quand j'ai regardé, quand j'ai connu l'allemand, je l'ai connu par internet et puis par les publications allemandes, il a parlé donc il a dit que dans le langage, on trouve, on trouve une langue originelle de l'humanité, qu'il appelait la langue de Aude. On dit, nous avons l'habitude de désigner la langue des Francs, par exemple, des Francs même hypothétiques, enfin, la langue théotiste. Alors, il disait c'était Odisha Praha, la langue de Aude. Alors il avait toujours cette fameuse constellation. Et alors, tout ce matin, quand on a demandé Théophile, oui, elle a parlé. Justement, comment ça s'appelle Théode Théodulphe. Alors Théodulphe, évidemment, c'est le T serait comme le DE dans le bas allemand ou en hollandais, ça veut dire le THE anglais, c'est le. Ode, c'est la planète Ode. Et que vous avez par exemple dans Sur Ode. Ou dans Ode, c'est Odin, dont on a fait un personnage. C'est un spécialiste des langues aussi. Oui, c'est surtout. Oui. Le livre de Raymond Champagnol, ça veut dire quelque chose par oui, rapport en effet, à oui. la signification du langage. Oui, alors ça, il a raison d'après la catégorie de l'allégorie. Oui, sur la signification du langage, mais je me suis intéressé à la réalité d'un langage qui serait un langage commun. Alors, ce n'est pas du tout une thèse arbitraire, voyez, mais c'est une thèse qui est ancienne, qui est du XVIIe siècle, enfin qui a été explorée au XVIIe siècle par Leibniz, qui est vous savez, le créateur du calcul infinitésimal, différentiel infinitésimal, et il dit que toutes les langues, la tartaresque, la chinoise, etc., il était un ami du père Kircher, Anastasius Kircher. Nous avons une langue adamique commune. Évidemment, adamique, donc c'est sur Ode, parce que âme signifie sur en allemand. Amzé, ça veut dire sur la mer. Adam, ça veut dire sur Ode. Bon. Et évidemment, la chute d'Adam, ça veut dire les gens qui viennent de Ode. Qu'est-ce que vous voulez faire le mot de chute, par exemple, permettez-moi de faire une parenthèse, c'est pour éclairer ceux qui dégoûtent. Vous avez par exemple, on parle du Saint Graal. Si vous dites ça en latin ou en allemand, c'est Sankt Graal. Bon, Sankt. Vous avez en anglais
Et vous connaissez l'anglais. Couler un bateau, c'est zinken. En allemand, c'est zanken. Et zank, ça veut dire qu'il tombe de. Ça veut dire qu'il tombe du hal, ce qui tombe de l'univers. Voyez-vous? Donc, c'est-à-dire que on peut connaître une chose, disait, enfin c'est pour dire, pour connaître une chose, il faut l'agrandir. C'est-à-dire que si vous restez à l'intérieur des limites de la Terre, c'est ce que dit Descartes, justement, si on s'imagine que tous les cieux ne sont faits que pour le service de la Terre. Alors à ce moment-là, on fait, comment dire, on réduit toute influence. On minimise d'abord cette réalité qui est en dehors de nous et on en fait un sujet de dispute. On dira que c'est pas moi, on dit ceci pour tromper ceci, on vous parlera du projet Bluebeam par exemple, mais on ne verra pas les traces. Je me souviens par exemple d'un langage, vous avez un texte de Landman, prenez les langues comme le latin et le grec, classique, j'entends, le classique. Et il disait que c'était des Kunstsprachen, c'est-à-dire des langues artificielles, c'est-à-dire qui avaient été faites par des savants. Et bien sûr, il y a un grec démotique, voyez-vous, mais c'était un grec qui était dérivé, si je puis dire, d'une langue savante, et qui d'ailleurs n'a pas, il faut le dire, eu le même essor que celui qu'on appelle le grec classique. Alors, il avait ce principe, je le dis ouvertement, comme ça, de ce qu'on appelle la lingua continua, la langue continue. Si par exemple vous mettez le terme de Théodulf en langue continue, évidemment c'est continu puisque ça fait le prénom fait que toutes les lettres se touchent. Alors vous pouvez, en phrase, vous dites par exemple c'est Ul, le Ul dans Od, Théod Ul, le Ul étant le mot que vous avez dans Ulrich, le royaume de Ul, etc. Le Théod Ul, le Théodule par exemple. Alors tout ceci ferait que les langues, Leibniz le dit, toutes ces langues ont été, c'est une sorte de Babel, tout ça, toutes ces langues, on a, quelles que soient les races humaines,